Bien, nous allons poursuivre et terminer cette journée par la table ronde consacrée à la résilience des réseaux de communication ultramarins. Nous avons vu depuis hier tous les efforts qui ont conduit à la transition numérique des territoires ultramarins. Cette transition numérique s'accompagne de nouvelles vulnérabilités pour les sociétés, pour les territoires, qui certes n'ont peut-être pas totalement été prises en compte au moment où on se lançait dans le chantier de l'établissement de la Société mondiale de l'information. Mais aujourd'hui, on le voit, la question de la résilience numérique est au cœur des débats, car les réseaux sont victimes soit de défaillances techniques, de dysfonctionnements liés à des aléas climatiques, soit à des actes de malveillance. C'est de cette résilience dont il sera question ce soir. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Maître Willy Micallef et Maître Mélanie Berco, qui sont en duplex depuis Paris, avocats au cabinet Bird & Bird, qui nous accompagnent dans le cadre de cet événement ici à La Réunion. Willy et Mélanie, vous avez donc la parole pour présenter la question de la résilience des réseaux de communication électronique. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Nous sommes effectivement depuis Paris, du cabinet Bird & Bird, où on représente le département technologie et data, et on va commencer tout de suite cette présentation en prenant vraiment l'angle cyber en compte. Et peut-être on va revenir tout d'abord avec Mélanie sur quelques concepts clés. Et Mélanie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc la notion de résilience des réseaux de communication électronique, elle est employée pourquoi? C'est pour faire référence à la capacité de résistance à un choc. Donc comme cela a été dit par le professeur Achillas, c'est les chocs appliqués aux réseaux de communication électronique peuvent être matériels, c'est le cas d'une catastrophe naturelle, ou immatériels, c'est le cas par exemple d'une cyberattaque. Pourquoi c'est particulièrement important dans la matière, c'est que le secteur des communications électroniques est considéré comme un secteur super critique par l'ANSSI en raison des conséquences immédiates et systémiques qu'engendrerait un dysfonctionnement, voire un arrêt de fonctionnement des réseaux. En matière de cybersécurité, la résilience se définit comme une aptitude, une capacité à prévoir et limiter en amont et au mieux les impacts d'un accident sur l'état d'un système. Alors, les cyberattaques qui visent des réseaux de communication électronique sont particulièrement préoccupantes en raison des conséquences extrêmement importantes qu'elles peuvent avoir sur tout le monde. Et c'est pour toutes ces raisons que la réglementation en matière de cybersécurité prend de plus en plus de place en la matière. Alors, donc juste rapidement, on va parler de l'état des menaces cyber vis-à-vis des réseaux de communication électronique, passer un petit peu de temps sur le cadre réglementaire et enfin aborder la question de la participation des pouvoirs publics au renforcement de la cyber-résilience des réseaux de communication électronique. Passons tout de suite à l'état des menaces cyber. Alors, la numérisation de la société a entraîné une dépendance toute particulière de tout le monde et de toute la société au secteur des communications électroniques. Que l'on soit consommateur, opérateur stratégique exerçant une activité considérée comme indispensable à la survie de la nation, ou encore service de l'État chargé de missions d'intérêt général ou de services publics, les réseaux et services de communication électronique sont indispensables à tous. Ces enjeux s'avèrent encore plus stratégiques lorsqu'on aborde la question des territoires ultramarins, parce que les réseaux de communication électronique permettent à ces territoires d'être connectés, d'assurer une continuité territoriale tant de la métropole que plus largement du monde dans sa globalité. Alors, quelques exemples de cyberattaques pour illustrer notre propos et montrer la diversité auquel elle peut faire face. Alors, on a retenu, par exemple, la cyberattaque dont a fait l'objet la région Guadeloupe le 21 novembre 2022. Alors, cette attaque a été attribuée à des hackers pro-russes
et elle a eu pour conséquence de ralentir très considérablement le fonctionnement des services de la région, en raison notamment de l'indisponibilité du site internet de la région, qui constituait un portail d'échange avec les administrés. Un autre exemple, c'est les câbles sous-marins. On a eu par exemple Edward Snowden qui a publié en décembre 2013 des documents dans lesquels la NSA s'était vantée d'avoir réussi à introduire un virus informatique au sein d'entreprises gérant au moins un câble sous-marin. Donc cette attaque a fait l'objet de soupçons d'opérations d'espionnage. Et ensuite, on a également une question importante s'agissant des satellites qui constituent une réelle option de couverture des territoires ultramarins qui peuvent être parfois très compliqués à raccorder. Et effectivement, on parle beaucoup de complémentarité des réseaux de communication électronique selon la technologie sur laquelle ils reposent, que ce soit le câble sous-marin, les réseaux de fibres, mais aussi les réseaux satellitaires. Et l'expérience a démontré que même ces réseaux-là sont également victimes de cyberattaques. Pour preuve, le réseau satellitaire de Viasat, qui a fait l'objet d'une paralysie au début de l'invasion de la Russie en Ukraine, et où en fait des cyberattaquants russes ont opéré une attaque par déni de service et une attaque par suppression des données au sein des modems qui étaient connectés au réseau satellitaire, ce qui a eu de très grandes conséquences. Pour vous donner juste quelques chiffres, 30 000 terminaux satellitaires utilisés par les entreprises ont été affectés, et en Allemagne, par exemple, vous avez eu 5800 éoliennes qui ont été complètement déconnectées du réseau Internet. Donc voilà un petit peu des menaces cyber, en tout cas, qui sont extrêmement présentes et particulièrement impactantes. Dans les différents cadres réglementaires en matière de cybersécurité. Alors, l'objectif là de cette partie, c'est de vous présenter maintenant comment le cadre juridique prend en compte ces menaces. Et bien sûr que avec l'augmentation de la menace, le cadre réglementaire en matière de cybersécurité se complexifie et s'étoffe. Donc, quand on est un opérateur de communication électronique, alors à l'heure actuelle, ce sera bientôt plus le cas, les obligations en matière de cybersécurité, elles sont contenues dans la législation télécom. Donc, en France, dans le Code des postes et des communications électroniques. Elles sont, et c'est la, la partie droite du slide, à l'heure actuelle, aussi définies par le cadre en matière de protection des données personnelles. Et notamment, lorsque vous avez un incident de sécurité, eh bien, elle va avoir un impact sur le traitement de données personnelles dans la quasi-totalité des cas. Et là, il y a des obligations de sécurité à respecter en amont. Et lorsqu'on fait face à un incident de sécurité, dès lors que ça a un impact sur les données personnelles. Et enfin, au milieu, c'est le droit de la cybersécurité autonome qui est en pleine émergence. C'est des réglementations, effectivement, qui visent à apporter des réponses directes aux problématiques de cyberattaque et qui définissent un certain nombre d'acteurs économiques selon le rôle stratégique qu'ils ont dans la société et leur imposent des obligations qui sont calibrées par rapport à leur rôle stratégique. Et on pense notamment à la réglementation des opérateurs d'importance vitale, qui est dans le Code de la défense, et les obligations qui découlent de la directive NIS 1, qui, à l'heure actuelle, a évolué vers la NIS 2, et dans laquelle nous sommes dans un processus de transposition. Alors, s'agissant de la NIS 2, elle met en place de nouvelles catégories d'entités, les entités importantes et les entités essentielles, qui, pour part en tout cas, vont dépendre d'un chiffre d'affaires, d'un nombre de salariés et d'un total du bilan annuel. Elle classe les entités en fonction de grandes, moyennes, petites. Alors, les entités visées seront en principe les grandes, les entités essentielles, en principe les moyennes, les entités importantes, à l'exception des opérateurs, qui, eux, qu'ils soient grands ou moyens, seront considérés comme des entités essentielles.
Donc, on voit l'intérêt de la NIS2 à capter le maximum de réseaux et de services de communication électronique. Alors, les montants de chiffre d'affaires et total du bilan sont assez bas. Donc, on anticipe que de très nombreux opérateurs seront captés par cette nouvelle réglementation et que seuls les opérateurs qui auraient de petite taille ou des micro-entreprises échapperaient aux réglementations en découlant. Alors, il faut également préciser à ce stade qu'on n'a pas encore l'intégralité des informations puisque la directive n'est pas encore transposée en droit français. Mais les calculs pour le critère de la taille de l'entreprise vont en principe prendre en compte les groupes d'entreprises dès lors que les entreprises sont liées ou partenaires. Ce qui signifie qu'un opérateur qui diviserait son activité entre l'activité mobile, l'activité d'infrastructure, l'activité de service et qui tenterait ou espérerait par ce moyen échapper à cette réglementation sera rattrapé très certainement par cette notion de groupe. Et donc maintenant, parlons un petit peu des obligations qui sont imposées aux opérateurs de réseaux de communication électronique. Et donc, comme vous l'avez vu, elle trouve pour origine la réglementation des opérateurs d'importance vitale lorsque vous avez été désigné en tant que tel, la réglementation télécom, la réglementation de le personnel, et aujourd'hui la réglementation qu'on appelle NIS. Et en réalité, pour résumer la logique de l'ensemble de ces obligations, c'est qu'elles visent à la fois agir en amont sur le moment d'un incident et sur les conséquences d'un incident de sécurité. Une large emphase est faite sur les mesures à prendre en amont d'un incident de sécurité de manière à pouvoir le prévenir. Et tout cela va se retrouver dans la mise en place d'un certain nombre de mesures techniques ou organisationnelles, de procédures internes, qui ne sont pas figées dans le temps, qui sont au contraire dynamiques et qui s'adaptent à l'état de la menace et qui visent à permettre en temps réel une analyse des risques relative à la sécurité des systèmes d'information, à la gestion des incidents, à la continuité des activités de l'entreprise, notamment en matière de gestion des sauvegardes et de reprise des activités, de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Avec la NIS2, les opérateurs télécoms vont devoir encore plus booster les clauses qu'ils mettent dans les contrats qu'ils ont avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. Un certain nombre de politiques de procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques cyber, des formations à la cybersécurité pour tous les représentants de l'entreprise, y compris les organes de direction. C'est très important à mentionner. Et effectivement, de manière générale, la promotion d'un certain nombre de technologies de cybersécurité, d'authentification et de chiffrement notamment. Donc tout ça, c'est ce qui doit être mis en amont et ça découle de ces différentes réglementations. Et puis par ailleurs, quand un incident se présente, l'idée c'est de pouvoir inclure le régulateur dans la gestion et le traitement de cet incident de cybersécurité. Et ça se traduit par des obligations de notification. Alors, elles recouvrent des termes différents selon la législation dont on parle. Mais en gros, lorsque vous êtes au courant d'un incident qui a des conséquences importantes sur le fonctionnement de vos réseaux ou de vos systèmes d'information, vous allez devoir le notifier à un certain nombre d'acteurs. Donc, pour les années à venir, ça va principalement être l'ANSSI et ça va être également la CNIL dès lors qu'il y aura des données personnelles qui vont être impliquées dans cet incident de sécurité. Et puis, ce que l'on constate, c'est que il y a non seulement l'approche vers le régulateur pour lui permettre de vous aider à réagir à l'incident, mais aussi vis-à-vis des destinataires, des utilisateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être concernées. Et pourquoi? Pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour éventuellement éviter un risque lié à la cyberattaque. Par exemple, une usurpation d'identité, une utilisation de coordonnées bancaires, ce type effectivement de situation. Et enfin, un élément de notification qui n'est pas sur cette slide et qui est souvent oublié,
qui est la notification que vous devez faire lorsque vous êtes un opérateur de réseau vis-à-vis de vos autres partenaires contractuels qui peuvent être impactés par un tel incident. Vous avez négocié dans ces contrats un certain nombre de délais de remontée d'informations et effectivement, il faut aussi respecter les choses. Et donc, lorsque on est un opérateur, pour pouvoir, dans des temps records, effectuer toutes ces notifications et ces informations, eh bien, il faut avoir un process en place en amont et une espèce d'équipe vraiment qui mobilise plusieurs corps de métier pour pouvoir réagir de manière adéquate et dans un temps effectivement extrêmement. Alors, pour terminer, on a envisagé la participation des pouvoirs publics au renforcement de la cyber-résilience des réseaux, afin de voir comment est-ce qu'ils pouvaient intervenir tant pour eux qu'au soutien des opérateurs privés. Alors, on a regardé ce qu'ils avaient pu faire en matière de résilience des réseaux purement matériels. Et on a, par exemple, repris le projet Tintamarre qui est à Saint-Martin et dans le cadre duquel la collectivité de Saint-Martin et la Banque des Territoires sont intervenus après l'ouragan Irma, qui avait détruit une grande partie des réseaux aériens sur l'île et qui donc a mis en place une entité qui a pour charge de redéployer des infrastructures de génie civil enterrées dans lesquelles les opérateurs peuvent déployer leur propre réseau. On a également repris les projets de la région Guadeloupe qui ont consisté dans le raccordement en câble sous-marin de l'île et également des îles du sud de la Guadeloupe pour, encore une fois, renforcer le raccordement de ces territoires et la résilience des réseaux. Donc, sur cette base-là, on a envisagé des interventions des pouvoirs publics qui pourraient venir en soutien des opérateurs privés parce qu'on a vu que de nombreuses obligations veulent être impactées et qui vont devoir assumer toutes ces obligations, y compris pour des opérateurs de taille modeste. Et les interventions pourraient se faire par les pouvoirs publics dans le cadre d'aides, par exemple dans les aides des minimis, ou via le FEDER ou le FSE. Et voilà, et le dernier message qu'on voulait vous délivrer à la fin de cette présentation, c'est que effectivement, vous avez beaucoup de nouvelles obligations réglementaires qui vont s'imposer aux opérateurs de communication électronique. Et compte tenu du contexte qu'on a présenté, c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est qu'on peut voir le respect de ces obligations aussi comme une opportunité. On peut faire des mesures prises en interne et effectivement de toute la démarche de cybersécurité un vrai actif, tant pour les opérateurs privés que pour les collectivités publiques, parce que, ça permet de donner un discours rassurant aux administrés, aux utilisateurs de ces services, ça permet d'être le soutien de la continuité des activités d'un opérateur, et on le voit, ça permet de pouvoir réagir à des événements qui peuvent déstabiliser effectivement des opérateurs, mais aussi des régions. Et donc, on peut avoir un vrai message aussi positif et enthousiaste vis-à-vis de ce cadre réglementaire renforcé. Ça peut être une vraie opportunité pour tous les acteurs du secteur des communications électroniques. Voilà. Donc, on vous remercie. On était très heureux et honorés de faire cette présentation aujourd'hui. Merci. Merci, merci Willy, merci Mélanie. Vous pouvez rester bien sûr avec nous pour la suite de la table ronde, ce qui vous permettra de réagir en fin de table ronde. Je voulais juste préciser que la directive NIS 2 concerne également les établissements de recherche, donc les universités de La Réunion, comme l'université Paris-Saclay, qui avait été victime cet été d'une cyberattaque massive qui a conduit à l'effacement de l'ensemble des données de l'université. Actuellement, nous travaillons comme il y a 20 ans, c'est-à-dire sans outils informatiques. Et ça, pour nous, c'est une catastrophe. Donc voilà, on sait ce que c'est aussi et d'être victime d'une cyberattaque dont nous saurons bientôt, j'espère, qui elle est attribuée.
Willy et Mélanie donc nous ont parlé de l'enjeu de la résilience face aux cyberattaques, mais l'une des particularités des territoires ultramarins, c'est d'être aussi confrontés à des aléas climatiques exceptionnels qui peuvent également menacer la continuité des réseaux et des services de communication électronique. C'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre par donc un discours à trois intervenants qui vont nous expliquer les enjeux de la résilience dans le contexte des aléas climatiques. D'abord, Flore Guillemey-Galmiche, directrice du pôle juridique Orange La Réunion Mayotte, et je remercie Orange pour son soutien à nos activités. Dominique Charza, directeur régional EDF SEI Île de la Réunion, et Jean-Michel Biraud, chargé de mission sécurité économique au sein de la préfecture de la région Réunion. Flore, on commence et puis ensuite, il va y avoir des échanges avec nos deux autres participants. Merci. Tout à fait. Alors, je voulais commencer mon introduction en remerciant en fait Maître Mikalev et Maître Berco parce qu'ils ont déjà évoqué beaucoup de choses. Et vous allez le voir, en fait, cette présentation est en complémentarité. Donc, je ne vais pas revenir sur la définition de la résilience, puisque que ce soit cyber ou au risque naturel, on est sur le même type de définition. Alors, j'ai parlé de risque naturel et pas seulement climatique, parce que nous le verrons, nous avons des spécificités sur nos îles et elles sont exposées à des risques majeurs, mais qui ne sont pas seulement climatiques. Donc, il y a bien évidemment tout ce qui est cyclone, mais il y a aussi les volcans. Je rappellerai que sur la Guadeloupe, sur la Martinique, à Mayotte, on a parlé du récent volcan. On dit c'est une chance pour les étudiants, alors peut-être moins pour la résilience des réseaux. Et bien sûr, à La Réunion, où tous les 8 mois, nous avons une éruption. Donc, ce sont des risques naturels à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'un risque naturel et comment est-ce qu'il est qualifié ? J'ai gagné 30 secondes. Je reprendrai pour ça les propos de Monsieur Mansour Kamardine, qui a présidé en fait très récemment une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et il disait « L'existence d'un risque résulte de la conjonction entre la survenue d'un aléa d'origine naturelle et de la vulnérabilité propre d'un territoire et des populations qui y sont exposées. Le risque se mesure ainsi autant à la fréquence et l'intensité des aléas naturels potentiels qu'au regard des caractéristiques sociales, géographiques, économiques et environnementales des territoires. Il est qualifié de majeur lorsque les dégâts causés sur le territoire et le nombre de victimes sont particulièrement importants. Et il rajoute en citant Haroun Tazieff, dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre. Alors là, je vous ai juste affiché, s'agissant de l'océan Indien, tous les phénomènes cycloniques qui ont eu lieu en 2023-2024, et on voit bien qu'ils sont très très présents des terres habitées. Et c'est en cela que l'on a une spécificité ultramarine, parce que certes, en métropole aussi, ils subissent des tempêtes. Ciaran, en 2023, était là pour en témoigner, a fait beaucoup de dégâts. Mais j'ai envie de dire, le rhizome des Outre-mer est bien prêt, puisque c'est quelque chose que l'on connaît et auquel on se prépare. Donc, mon propos va être de savoir quelles sont, en fait, réellement la nature des obligations de résilience qui sont imposées aux acteurs. Et je parle bien des acteurs et pas seulement des opérateurs. Du coup, on va voir quels sont ces acteurs de la résilience, quelles sont les sources de ces obligations, et enfin, quels sont les moyens que l'on envisage pour y faire face. Alors, s'agissant des acteurs, très rapidement, les opérateurs de communication électronique, indubitablement, puisqu'ils sont les premiers en tant que propriétaires des infrastructures. Je ne reviendrai pas sur les OIV parce que, à mon sens, ce ne sont pas les seuls opérateurs à avoir le devoir de cette résilience. Et tout opérateur, dès lors qu'il fournit un service de communication électronique, potentiellement au service de secours ou au service des forces de l'ordre, a cette obligation de résilience. Dans les acteurs majeurs, on trouve les pouvoirs publics. Alors, les pouvoirs publics, tout d'abord, on va avoir le législateur. Le législateur s'empare de ces problématiques puisque je ne reviendrai pas sur le caractère essentiel de toutes ces infrastructures. Et cette problématique, elle est de longue date.
On trouve de nombreux rapports, de nombreuses études. Alors, en 2007, sur justement la résilience des réseaux de télécommunications. En 2017, une étude de la délégation sénatoriale aux Outre-mer qui s'intitulait « Risques naturels majeurs dans les Outre-mer, urgence déclarée ». Et en 2024, donc la fameuse commission dont je vous parlais jusqu'à présent. Et le but de ces commissions, de ces rapports, est de faire des recommandations que le législateur, ensuite, derrière, va traduire dans un certain nombre de textes. On va aussi avoir le rôle de la préfecture. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que Monsieur Biraud, qui est présent là et qui représente la préfecture, nous en parlera assez largement. Et je reviendrai sur le rôle essentiel du préfet au titre des obligations qui incombent aux opérateurs. Et on a aussi les collectivités territoriales. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce qu'elles participent à la conception et à l'entretien des réseaux. À la conception en premier lieu, puisque en tant que gestionnaire du domaine public, elles sont sollicitées par les opérateurs pour accorder des autorisations de passage, donc du domaine public, des permissions de voirie, et donc elles doivent organiser avec les opérateurs l'aménagement du territoire. Mais elles ont d'autres rôles, et les maires notamment ont le pouvoir d'accorder des servitudes de passage pour permettre aux opérateurs de passer des réseaux sur des propriétés privées lorsqu'il n'y a pas d'autre choix. Et pour également permettre aux opérateurs d'aller sur ces mêmes terrains privés pour entretenir les réseaux. Le nombre de fois où, au gré des changements de propriétaires, nous nous sommes retrouvés bloqués à la porte, voire menacés, sans pouvoir aller changer une antenne, sans pouvoir aller débroussailler ou élaguer un arbre, ça peut être vraiment problématique. Et j'enjoins vraiment l'ensemble des maires de toutes les ultramarins à exercer ce pouvoir. C'est pas toujours quelque chose de politiquement facile, puisqu'il s'agit de leurs administrés, mais vraiment, les opérateurs ont besoin de ce soutien-là. Et c'est pour ça que je dirais que la résilience, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les propriétaires. Tous les propriétaires ont l'obligation d'élaguer sur leur propriété dès lors qu'un réseau de communication électronique passe ou bien qu'il est en proximité de son terrain. Et ça, c'est l'article L51 du Code des postes et communications électroniques qui pose cette obligation. Et cet élagage sous nos latitudes, avec la végétation luxuriante que nous avons, est vraiment, vraiment une nécessité lorsque l'on se prépare dans les périodes cycloniques en particulier. C'est passé très vite. Ah voilà, bon, ça passera très vite. Alors justement sur les obligations elles-mêmes, et on va revenir du coup plus spécifiquement sur les opérateurs. Maître Micallef et Maître Berco l'ont dit, dans le Code des postes et communications électroniques, c'est saupoudré un peu partout. L'obligation de continuité du service. On en a dans l'article L32, à différents paragraphes, dans l'article D98. Je vous ferai grâce de tous les numéros. Mais on n'avait pas vraiment de définition des conditions de mise en œuvre de cette résilience en matière de risques naturels. C'est venu en fait avec la loi du 22 août 2021 qui vient enrichir le Code de la sécurité intérieure. Mais cette loi ne vise que certains territoires. Bon, en l'occurrence, ça vise les territoires ultramarins, donc nous sommes tout à fait concernés par ces nouvelles obligations. Et elle est concrétisée par le décret du 28 juillet 2022. Et c'est là où je disais que je revenais en fait sur le rôle de la préfecture, parce que ce décret confère au préfet la possibilité de solliciter les opérateurs afin qu'ils leur démontrent quels sont les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour la résilience. Donc, l'opérateur doit présenter son plan de résilience et son programme d'investissement pour améliorer la résilience des réseaux. Donc ça, le préfet, en fait, va intervenir en amont pour vérifier que l'ensemble des acteurs a bien respecté la règle du jeu. Et ces obligations de planification, de stratégie, on les retrouve tout à fait dans la directive du 14 décembre 2022. Alors cette directive, là encore, 2022, vous me direz, c'est récent, mais il y avait déjà des prémices. Dès 2008, on avait l'obligation de recenser en fait les entités critiques qui allaient devoir mettre en œuvre des plans spécifiques de résilience, des stratégies de résilience. Mais cette directive du 14 décembre 2022, elle est très intéressante. Alors d'une part parce qu'elle doit être transposée en droit interne au 17 octobre 2024, le colloque tombe très très bien, mais surtout parce qu'elle introduit un principe de proportionnalité
des mesures qui sont à mettre en œuvre. Parce qu'on a parlé de beaucoup d'obligations, mais on se dit l'obligation, elle ne doit pas être à tout prix. Les opérateurs ne pourraient pas supporter ça, les pouvoirs publics ne pourraient pas supporter ça. Et on a cette nécessité de devoir regarder les choses en face, regarder Irma, regarder Belal et les conséquences que peuvent avoir ces phénomènes climatiques. La dernière obligation n'est pas une obligation légale. En fait, c'est une obligation contractuelle. Et les opérateurs, lorsqu'ils contractualisent avec leurs clients, que ce soit des clients B2B, 2C, donc cet acronyme pour dire qu'ils vendent des prestations à d'autres opérateurs qui vont eux-mêmes ensuite aller vendre à des clients finaux, ou bien dans leur contrat avec les clients finaux, posent régulièrement le principe de continuité du service, de délai d'intervention ou de rétablissement, le cas échéant, et parfois même il y a des pénalités qui sont négociées, en tout cas pour les contrats B2B. Mais tout contrat a ses limites, et notamment les limites avec les cas de force majeure. Donc on peut vraiment se poser la question de savoir si les obligations des opérateurs sont une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Et à mon sens, ça ne peut être qu'une obligation de moyens, puisqu'il faut vraiment prendre en compte la nature de ces phénomènes. Alors j'ai réillustré par Irma. Est-ce qu'Irma doit être la référence en matière de destruction qu'un cyclone peut créer sur un territoire? Auquel cas, je pense qu'on doit arrêter le métier d'opérateur, parce qu'on n'arrivera jamais à aller faire des réseaux aussi résilients qu'ils résistent à Irma. Autre chose, quand on parle de prévision, je vous ai mis là les prévisions de Belal. Donc Belal, on a un cône d'incertitude qui est la zone en vert. Et on voit bien que à cette époque, donc je crois que c'est le 12 janvier, on ne voit pas très bien, le 12 janvier, Belal était annoncé sur Maurice. On passe au 14 janvier. Le 14 janvier, Belal n'est plus sur Maurice. Belal arrive sur la Réunion. Le 15 janvier, toujours un cône d'incertitude. Belal se rapproche des territoires et on ne sait pas comment est-ce qu'il va réagir. Au final, il ne s'agira que de quelques kilomètres de déviation pour protéger la Réunion et avoir des conséquences dramatiques sur Maurice qui auront eu des inondations extrêmement importantes. Donc on voit bien là qu'on ne peut pas prévoir l'ampleur de ces phénomènes et en cela, on ne peut être que sur une obligation de moyens s'agissant des moyens mis en œuvre de la résilience. L'obligation de résultat, elle sera sur a-t-on bien un plan? A-t-on bien fait des investissements raisonnables et proportionnés? Oui, là on est sur une obligation de résultat et l'obligation de présenter à la préfecture ces documents. Alors, quels sont les moyens du coup? Maintenant, après avoir parlé des obligations, le moyen, ça va être d'anticiper les dégâts potentiels. Et le premier moyen, ça va être la conception même des réseaux. Alors, je vous parlais des volcans. Là, je crois que c'est la coulée de lave de 2007 qui a coupé la route, qui est allée jusqu'à la mer. Donc, évidemment, si on parle par exemple des câbles sous-marins, un opérateur diligent n'ira jamais mettre une station d'atterrissage près du volcan, en l'occurrence du piton de la Fournaise. Même chose, là on se pose des questions sur les tracés des câbles sous-marins lorsque l'on voit que à chaque débordement du fleuve Congo, on se retrouve coupé sur une des pattes des câbles sous-marins qui longent l'Afrique et qui peuvent même plonger l'Afrique dans le noir. Donc il y a un vrai sujet dans la conception des réseaux. Où est-ce qu'on met le tracé? Comment est-ce qu'on fait? Ensuite, on parle souvent d'enfouissement. L'enfouissement, là, on l'a évoqué juste à l'instant, à Saint-Martin, c'était devenu un grand plan d'enfouissement. Est-ce que l'enfouissement est la réponse à tout? Oui, ça va être la réponse au vent et à la prise au vent, puisqu'évidemment, un réseau enfoui va résister au vent. Mais est-ce qu'il va résister aux inondations? Est-ce qu'il va résister aux affaissements de terrain? Donc là encore, il faut être dans le pragmatisme, voir où est-ce que on déploie un réseau souterrain et aussi combien ça va coûter de pouvoir restaurer ce réseau souterrain lorsqu'on a un glissement. Et là, on voit, alors j'aime bien cette image, lorsqu'on a des grosses inondations, on voit les poteaux, eux, ils sont debout. Il n'y avait pas de vent, il y avait des inondations, donc là, pour le coup, les poteaux sont résilients. Donc je dis pas que c'est la solution de mettre des poteaux partout. Mais je dis que considérer l'enfouissement comme la seule solution n'en est pas une.
La résilience, ça va être aussi de doublonner. On l'a dit très bien hier avec les satellites qui peuvent être une solution de résilience des réseaux, de permettre la continuité des services. Tout cela, en fait, va être un moyen de rendre les réseaux résilients. Les autres moyens aussi de la résilience, c'est de préparer les équipes. Alors, on est bien placé dans les îles pour savoir que tous les ans, on a des saisons cycloniques. Et donc, tous les ans, on va faire des exercices. On va se préparer à cette saison cyclonique et on va envisager, alors moi j'adore les équipes chez Orange parce qu'elles ont une imagination débordante et elles nous ressortent des historiques des années 80 avec des trajectoires de cyclones complètement improbables et on se prépare à ces cas improbables. Donc, et c'est là où on retrouve en fait alors une autre préparation, excusez-moi, c'est aussi de préparer le plan. Et il faut savoir que le plan cyclonique doit passer devant les instances du personnel de l'entreprise. Pourquoi? Parce que potentiellement, on peut déroger aux règles du travail pour pouvoir mobiliser les équipes le plus longtemps possible. Alors, que se passe-t-il lorsque le risque naturel arrive? Eh bien là, il faut une collaboration. Et puis, donc les équipes sont préparées. J'ai parlé des exercices. On sait quoi faire lors des différents couleurs d'alerte. Sachez qu'en alerte rouge et en alerte violette, les équipes d'Orange ne sortent pas, sauf à la demande expresse de la préfecture, s'agissant de l'alerte rouge, s'il y a vraiment un besoin vital, par exemple de restaurer des télécoms spécifiques. Alors pour Bellal, d'ailleurs, c'était l'alerte violette qui avait été prononcée, et là, plus personne ne sortait. Pendant ce temps-là, en fait, on est en cellule de crise et on gère. Donc, on donne des informations à la préfecture. On échange aussi avec nos homologues opérateurs, que ce soit opérateurs d'autres réseaux ou bien opérateurs d'électricité. Monsieur Charza est là pour en témoigner aujourd'hui. Et arrive la phase de sauvegarde et c'est à ce moment-là que l'on fait sortir les équipes, que l'on fait un bilan et qu'on essaie de réparer au plus rapidement ce qui est réparable. Donc, on doit se coordonner avec la DDE et c'est là aussi où la préfecture prend tout son rôle. Donc, en conclusion de mon intervention, et puis nous passerons après à la collaboration, la résilience se prépare, mais avec des moyens proportionnés et appropriés. Et c'est là où l'intelligence des pouvoirs publics et des opérateurs doit se coordonner. Et lors de la survenance de phénomènes naturels, il y a une collaboration nécessaire entre tous les acteurs. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Monsieur Charza qui pourra nous illustrer cette collaboration. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler évidemment plutôt du réseau électrique, même si le thème aujourd'hui c'est plutôt des réseaux télécoms, mais peut-être je ferai des liens entre l'interdépendance des réseaux, puisque évidemment tous nos réseaux sont interdépendants. Bon, d'abord, on a l'impression qu'on a des activités assez similaires entre un réseau télécom et un réseau électrique, parce que on utilise parfois les mêmes supports. Même très souvent, on est souvent dans la même tranchée, voilà, et donc on a l'impression que c'est très similaire. Pourtant, il y a une très grosse différence entre nos activités, c'est que nous sommes nous aussi responsables de l'équilibre du système électrique. Et dans un système électrique insulaire, c'est particulièrement important et absolument différent de ce qui se passe d'ailleurs en métropole. C'est des situations très spécifiques. On doit assurer à chaque instant un équilibre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre la production et la consommation. Et on le fait à la maille du territoire, donc de l'île de la Réunion. Chaque électron consommé ici à la Réunion est produit ici à la Réunion et ça doit fonctionner en permanence. Et 24 heures sur 24. Et cet exercice, c'est une grosse différence évidemment par rapport au réseau télécom qui est interconnecté. C'est pas le cas des réseaux électriques et techniquement d'ailleurs, on ne s'est pas interconnecter sur des très grandes distances des réseaux électriques. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et donc, on a à gérer ce système insulaire. Et c'est une responsabilité, c'est une différence extrêmement forte. C'est une grosse différence très forte avec les télécoms. Alors, pour pouvoir assurer cet équilibre, on s'appuie d'ailleurs sur le réseau télécom. Parce que le sport, c'est effectivement à chaque instant de pouvoir piloter des moyens de production
pour équilibrer à l'appel de puissance des consommateurs. On s'appuie sur un réseau qui est un réseau de 63 000 volts à La Réunion, qui fait 500 km. Ce sont les autoroutes de l'électricité, 63 000 volts, c'est ce réseau de 500 km qui fait la liaison entre l'ensemble des lieux de production sur l'île et des lieux de consommation. Et on s'appuie évidemment sur un réseau télécom. Alors nous, on a notre propre réseau télécom, à EDF. On a 400 km de fibre optique qui est dédié à nos activités pour assurer justement le pilotage du système électrique. On a également d'ailleurs un réseau propre radio qui nous permet également de pouvoir communiquer en gestion de crise lorsque les moyens, on va dire, classiques de communication ne fonctionnent plus. Voilà, donc tout ça pour dire que l'interdépendance des réseaux fait aussi qu'il y a une responsabilité des opérateurs, et nous, c'est notre responsabilité, de ne pas être dépendant, effectivement, trop dépendant des autres réseaux. On sait tous très bien que un système électrique, et notamment dans une zone insulaire, il y a des fragilités, et en fonction d'événements qui peuvent se produire, on peut avoir des moments où on ne peut pas avoir d'électricité. Et donc il est la responsabilité évidemment des opérateurs de se désensibiliser et de mettre en place les moyens qui existent pour avoir de l'électricité, pour faire fonctionner leur propre réseau. C'est valable pour les réseaux de télécom, c'est valable aussi pour les opérateurs d'eau qui doivent pouvoir continuer le service et maintenir le service si jamais il y a une défaillance du réseau électrique. Donc ça, c'est déjà un premier point, je voulais dire, cet équilibre du système électrique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une grosse responsabilité. Et c'est aussi une fragilité. Vous imaginez bien que si on a une défaillance sur un ouvrage comme la centrale de production du port, qui fait 200 mégawatts, qui est la plus grosse centrale de production de la Réunion, et bien entendu, on va avoir du mal à maintenir l'équilibre du système électrique. C'est comme si on avait d'un seul coup 15 centrales nucléaires en France qui arrêtaient leur production. Nous, si on a simplement un incident sur un moyen de production comme la centrale du port, bien entendu, on aura des difficultés. Ça, je voulais insister sur ce point parce que c'est une spécificité très marquée d'un petit système insulaire. On ne peut pas garantir, on ne garantira jamais un même niveau de performance que ce qui peut se passer en Europe sur un système qui est 1000 fois plus grand, puisque le système électrique européen est totalement interconnecté. Voilà, on s'appuie à La Réunion sur un système électrique qui est pourtant plutôt moderne, qui se développe un mix énergétique qui est très varié. On a de l'hydraulique historique. D'ailleurs, c'est les premiers moyens de production à La Réunion. Avant le développement des années 70-80, la production d'électricité à La Réunion était assurée principalement par l'hydraulique, avant qu'on ait des centrales thermiques. Donc on était 100% renouvelable et 100% autonome à La Réunion, quand on parle d'autonomie énergétique. À cette époque, La Réunion était 100% renouvelable pour la production d'électricité et 100% autonome. On a des ouvrages formidables à Takamaka, Rivière de l'Est et à Langevin, qui sont des ouvrages historiques et qui ont un rôle extrêmement important pour le maintien du système électrique, parce que ce sont des réserves d'eau qu'on utilise pour passer les pointes, et notamment la pointe du soir, c'est bien connu, la Marmitari, qui est la pointe la plus délicate à gérer pour le système électrique. On s'appuie également sur des centrales thermiques qui se sont développées en accompagnement du développement économique à La Réunion, qui sont très modernisées, très récentes. La plus importante, c'est celle du port, une centrale de 200 mégawatts avec 12 moteurs, qui fonctionne aujourd'hui à la biomasse liquide, c'est-à-dire que c'est un moyen de production 100% renouvelable. On brûle plus de fuel pour produire de l'électricité, ni de charbon d'ailleurs, pour produire de l'électricité à La Réunion. On est sur un mix énergétique 100% renouvelable, avec les conversions qui ont été réalisées récemment. On s'appuie ensuite sur 2 centrales thermiques d'Albioma, au Gol et à Bois-Rouge, qui brûlent de la bagasse et aujourd'hui des pellets de bois, puisque les conversions sont terminées, et donc également des moyens de production complètement renouvelables. Et puis on développe depuis quelques années, et ça s'accélère vraiment, tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Avec l'éolien, on a 2 parcs importants à La Réunion, qui viennent d'ailleurs qui sont en cours d'être rétrofités, c'est-à-dire d'augmenter leur puissance, à Sainte-Suzanne et à Sainte-Rose. On a également un développement très important du photovoltaïque, puisque on avait 6000 installations raccordées au réseau en fin 2023, et qu'en 2024, on va raccorder au réseau 4000 installations photovoltaïques supplémentaires, ce qui devrait nous permettre d'avoir des puissances de l'ordre de 300 mégawatts
de photovoltaïque raccordés réseau. Donc on a un développement très massif des énergies renouvelables qui sont extrêmement importants également pour le système électrique. Et puis on s'appuie aussi sur des moyens de pointe qui nous permettent de passer des pointes et puis de sécuriser le système électrique quand on en a besoin. On a 3 turbines à combustion de la possession et une dans le sud. Et on a des groupes électrogènes également qu'on est capable de solliciter pour passer des pointes quand on en a besoin. Voilà, tout ça nécessite évidemment d'assurer cette résilience de tous ces systèmes-là et d'investir donc pour l'entretenir et pour maintenir l'ensemble de ces systèmes. Alors, on a des points communs par rapport au réseau télécom, notamment ce qui a été dit sur un certain nombre d'obligations d'entretien et d'investissement sur le réseau. Il faut savoir que pour ce qui concerne des réseaux de distribution, nous sommes sur un régime de concession, c'est-à-dire que ce sont les collectivités locales qui sont propriétaires des réseaux de distribution. À La Réunion, il y a 10 000 km de réseaux de distribution, donc 3 500 km de réseau HTA, 15 000 volts, et 6 500 km de réseau basse tension. Et donc, les collectivités locales sont propriétaires des réseaux et nous ont confié en tant que concessionnaire l'exploitation de ces réseaux au travers d'un contrat de concession qui nous lie à eux. Donc, c'est Sidelec, une autorité qui exerce cette compétence d'autorité concédante pour le compte des collectivités locales et auquel on rend des comptes sur nos activités d'entretien. Tout à l'heure, on a parlé de l'élagage. Pour nous, c'est extrêmement important puisqu'on sait que pour pouvoir garantir et pour pouvoir se prémunir d'incidents sur le réseau aérien, on a besoin d'élaguer les arbres à proximité de ces réseaux. Nous le réalisons avec une attention extrêmement pointue sur tout ce qui concerne le réseau HTA, 15 000 volts, qui est un réseau à fil nu. Et on sait donc que comme c'est un réseau fil nu, si jamais il y a un manque d'élagage, on va générer des incidents à l'occasion d'un cyclone ou d'aléas climatiques. Et donc on a un programme systématique, quand je dis bien systématique, on a un programme systématique d'élagage autour de notre réseau HTA 15 000 volts. C'est un gros travail, on s'appuie sur des entreprises qualifiées. Vous imaginez bien qu'on exerce cette activité d'élagage également dans un cadre de zone protégée, puisque le réseau couvre l'ensemble du territoire de La Réunion et c'est pour nous un point d'attention, parce qu'il faut évidemment qu'on respecte toutes les contraintes liées à la biodiversité exceptionnelle qu'on a sur le territoire de La Réunion. Donc ça, c'est vraiment un gros point pour l'entretien. On a également un programme d'investissement sur lequel nous sommes engagés dans le cadre d'un programme pluriannuel d'investissement qui est intégré aux contraintes de concession qu'on a avec Sidelec et qui fait qu'on va poursuivre l'enfouissement des réseaux 15 000 volts, même si à La Réunion, ce réseau 15 000 volts est extrêmement bien enterré, puisque 75% de ce réseau, qui est essentiel à la qualité de fourniture, est enterré à La Réunion. Donc on a des taux d'enfouissement de réseau qui sont supérieurs à la métropole, à La Réunion. Très nettement supérieurs d'ailleurs à la métropole. Mais on a encore quelques petits points où il faut qu'on continue l'enfouissement de ces réseaux HTA. Et on a aussi des chantiers importants pour renouveler des câbles, des générations de câbles souterrains qui sont vieillissants et qui provoquent des incidents qui ont des fortes conséquences, des coupures longues en zone urbaine dense. Et donc on travaille pour renouveler ces câbles un peu vieillissants. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je ne sais pas si je parle un petit peu de gestion de crise. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Bon, on a aussi, nous, évidemment, on est systématiquement, à chaque fois qu'il y a un cyclone en gestion de crise, évidemment, à EDF. C'est quelque chose sur lequel on se prépare chaque année. C'est jamais gagné. Il faut toujours se remettre en question. C'est bien organisé. On fait des exercices de crise également chaque année. On a un point particulier d'intention de disposer de stocks de matériel qui nous permettra d'intervenir et de dépanner rapidement les clients si on a un événement cyclonique majeur, parce que autant on peut avoir des ressources humaines assez rapidement, autant c'est plus compliqué de disposer de matériel. Donc on a des stocks de matériel qui sont importants, on a aussi des marchés spécifiques avec des entreprises prestataires qui sont en capacité d'intervenir pour nous appuyer, pour dépanner rapidement. On a aussi toute une organisation pendant la gestion de crise. Nous sommes évidemment au sein de la cellule préfecture pendant la gestion de crise et nous avons nos propres cellules, plusieurs cellules pour gérer la crise pendant les périodes de crise.
Avec une particularité pour nous, c'est que nous sommes autorisés à sortir pendant les alertes rouges pour pouvoir commencer notamment, et on l'a fait avec Bella là, on a commencé à réalimenter la population sans attendre la levée de l'alerte rouge, donc avec évidemment des autorisations particulières. On peut sortir en alerte rouge lorsque les conditions le permettent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est notre responsabilité de pouvoir juger si on peut sortir en alerte rouge. Bien sûr, nous ne pouvons pas sortir en alerte violette. Ça, c'est le cas de l'ensemble des opérateurs. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais bon. Non, mais je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui complète utilement, parce qu'effectivement, j'ai pas eu le temps de développer, mais on se rejoint aussi sur les stocks de matériel à mettre en place en amont de la saison cyclonique, la vérification justement du bon fonctionnement des générateurs de secours qui vont permettre justement de pallier au fait que le réseau EDF est tout aussi vulnérable que le nôtre, malgré tous les efforts de résilience que l'on peut faire, mais il faut s'y préparer. Et pour cette gestion de crise, donc je disais que le préfet avait toute son importance. Je vous remercie, Monsieur Biraud, pour votre présence. Vous représentez la préfecture. On va vous donner un micro. Et je voulais vous demander, parce que alors vous êtes chargé de mission sécurité économique au sein de la préfecture de la zone océan Indien. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus quel est votre rôle et notamment au niveau des crises? Voilà, écoutez, je vais essayer d'être rapide dans les 15 minutes qui me sont imparties, parce que le rôle de l'État sur le territoire, ce n'est pas mon rôle, mais enfin je vais essayer de vous en parler quand même. Et puis le mien au profit de la gestion de crise de la préfecture aux côtés des opérateurs. Alors, je vais déjà vous parler de la sécurité économique et de mes fonctions à la préfecture. Donc, je suis un chargé de mission sécurité économique. Je dépends du ministère de l'économie et des finances et je suis envoyé par ce ministère pour assister le préfet en sa qualité de préfet de zone de défense et de sécurité de la zone sud océan Indien, pour l'assister dans plusieurs missions, essentiellement la sécurité des activités d'importance vitale, la SAIV. Alors, c'est pas l'activité qui va nous relier ce soir essentiellement, donc j'en parlerai très peu, d'autant plus que quand on rentre profondément dans ce sujet, on parle d'informations classifiées, on parle du besoin d'en connaître, etc. Donc je serai très rapide là-dessus. Et la deuxième fonction, c'est ma participation à la gestion de crise aux côtés du préfet, pour m'associer aux opérateurs télécoms dans la gestion d'un cyclone notamment, puisqu'on est surtout en train d'évoquer l'impact d'un cyclone sur l'île. Alors, la politique de sécurité économique vise à assurer la défense. Je vais vous lire très rapidement des choses qui sont quand même importantes, qui visent donc à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la nation. La sécurité économique, donc, est une partie intégrante de la stratégie de sécurité nationale. Elle relève du ministère de l'économie et des finances. Le préfet de la zone de défense et de sécurité de la zone sud océan Indien, le préfet de la Réunion, est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone. Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auquel j'appartiens au ministère de l'économie met à la disposition de la préfecture un chargé de mission sécurité économique. Et la particularité, c'est que dans les DOM-TOM, il y a un chargé de mission sécurité économique pour la zone sud océan Indien, c'est-à-dire la Réunion, Mayotte et les TAF. Dans l'Hexagone, ce sont 2 chargés de mission qui assurent les mêmes fonctions par zone de défense. Donc je relève de 2 entités. Le ministère de l'économie qui définit mes domaines d'action, d'emploi et mes missions, et l'autorité préfectorale ici, pour lequel je mets en œuvre les missions qui me sont données. Je suis donc en charge essentiellement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la sécurité des activités d'importance vitale, et je passerai sur ce sujet qui est un sujet qui ne nous intéresse pas forcément ce soir. J'en dirai quelques mots, mais je vais d'abord passer sur une deuxième mission, qui est la gestion de crise du préfet. Et donc, à ce titre, je participe au fonctionnement opérationnel du centre opérationnel de préfecture, le COP, qui est renforcé en cas de crise, et
on arme une cellule gestion des opérateurs télécommunications, Internet et audiovisuel, et je deviens alors le point d'entrée unique de tous ces opérateurs, parce que vous comprendrez que plus d'une dizaine d'opérateurs, c'est compliqué autour d'une table en cellule de crise. Donc on a préféré faire l'option du chargé de mission qui est le point d'entrée entre l'autorité préfectorale et les opérateurs, aux côtés de l'opérateur EDF qui, lui, par contre, est à la table, non pas des négociations, mais la table de la crise. Voilà. Bon, j'ai d'autres missions, il y en a beaucoup. Je participe à la culture de sécurité économique auprès des opérateurs, donc je suis en lien avec tous les délégués défense sécurité de chaque opérateur avec qui je suis à leur demande en charge de leur donner une culture de sécurité économique. Et comme certains de ces opérateurs sont des organismes, des opérateurs d'importance vitale, ils sont assujettis à un certain nombre de règles de protection du secret de la défense, et tous les documents qui ressortent de ces opérateurs classifiés, opérateurs d'importance vitaux, sont sous la contrainte de ces informations classifiées, et donc sont chargés d'élaborer des plans que je vais quand même aborder. Et puis j'ai des contacts aussi, parce que lorsqu'un cyclone frappe, il peut frapper et faire des dégâts physiques, comme l'a évoqué Madame Guillemet, mais il peut aussi avoir des conséquences de résilience en termes d'économie. Et là, Bercy va se lever. Qu'est-ce qui se passe? Le préfet communique avec Bercy, et j'appartiens à cette cellule qui permet de remonter à la cellule de continuité économique du ministère de l'économie les éléments locaux qui ont été la conséquence de ce cyclone. Voilà pour mes missions essentiellement. Souhaitez-vous réagir sur certains des propos qui ont été évoqués? Alors, notamment Maître Mikalev ou moi-même parlions des fameuses OIV. Est-ce que vous voulez développer un petit peu sur ce sujet? Oui. Oui, alors Madame Guillemet a évoqué dans son propos, et je l'en remercie, l'obligation de résilience qui incombe aux opérateurs d'importance vitaux ou d'importance vitale, et le fait que le Code de la Défense n'évoque ou n'évoquait que des menaces à caractère terroriste et pas explicitement les risques naturels majeurs dont on est en train de parler ce soir, en postulant qu'ils doivent malgré tout être considérés au titre de l'obligation de résilience. Alors je tenais à compléter ces propos en précisant qu'en effet, parce que je suis allé quand même beaucoup plus loin dans la réflexion, qu'en effet la limitation imposée par le Code de la Défense a pris fin avec un élargissement à tous les risques naturels, technologiques, sanitaires, au-delà donc de ceux relatifs à la seule menace terroriste. Lors de la parution en 2013 du livre blanc de la défense et la sécurité nationale, et on peut y lire en page 105 précisément, on y trouve les termes suivants: assurer la continuité des fonctions essentielles. Donc on se doute bien que les fonctions essentielles, ça couvre tous les champs que vous avez évoqués. Bon, faudrait que je relise le livre blanc alors. Non, mais je l'ai appris moi-même il y a très peu de temps, puisque j'étais resté sur des dispositions de 2006 relatifs à la sécurité des activités d'importance vitale. Donc, alors, depuis 2006, l'État met en œuvre une politique de sécurité des activités d'importance vitale qui s'applique à 12 secteurs d'activité et qui vise à évaluer et à hiérarchiser les risques et les menaces, puis à élaborer les mesures pour y faire face. Cette politique, qui repose sur une association étroite des opérateurs, est en cours de rénovation, et elle va prendre justement l'ensemble des risques et des menaces pour assurer la continuité des fonctions essentielles. Cette impulsion donnée en 2006 a conduit à une révision de l'application de la politique SAIV et à réviser les directives nationales de sécurité. Dans les années qui ont suivi, ces directives sont des espèces de bibles sur lesquelles chaque secteur d'activité s'appuie pour la gestion des risques. Alors, vous avez évoqué dans les prochains mois les travaux de transposition de la directive résilience des entités critiques, qui est une directive européenne, auquel la SAIV purement française va se coller pour monter en gamme et avoir un impact un peu plus important que le seul impact sur le territoire national. Donc le dispositif SAIV est un dispositif qui est piloté par le secrétaire général de la Défense nationale
et qui met en œuvre, le SGDSN met en œuvre la stratégie nationale de protection contre les actes de malveillance, terrorisme et sabotage, et contre les risques naturels, technologiques et sanitaires. Enfin, pour compléter cet élargissement dont on a parlé précédemment, le guide, dans son édition 2018 pour l'élaboration d'un plan de sécurité opérateur auquel sont assujettis tous les opérateurs d'importance vitale, ce plan de sécurité opérateur prévoit dans son introduction que les opérateurs d'importance vitaux sont des acteurs majeurs du dispositif, dont l'objectif est de protéger efficacement contre une menace terroriste élevée et multiforme, des aléas climatiques, des risques technologiques et des attaques de plus en plus fréquentes et agressives contre les systèmes d'information, ce qu'on a vu au début. Voilà. Pour la sécurité des activités d'importance vitale, je vais en rester là. Je pense que c'est pas mal. Alors j'ai affiché tout à l'heure les couleurs du plan cyclonique. Donc je crois qu'il dépend en fait du plan Orsec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors le plan Orsec, qui est l'organisation de la réponse de sécurité civile à La Réunion. Donc ce plan Orsec départemental comporte une quarantaine de dispositifs répartis entre des dispositions générales. Il y a 17 plans de dispositions générales et des dispositions très spécifiques qui sont des DSO et qui sont révisées régulièrement tous les 5 ans. Alors les dispositions générales Orsec sont applicables en toutes circonstances et constituent le tronc commun Orsec. On a dans ces plans Orsec dispositions générales, on a les plans alerte de la population, nombreuses victimes, rétablissement et approvisionnement des réseaux, s'agissant notamment de l'électricité, de l'eau potable, des moyens de télécommunication, des hydrocarbures, etc. Et dans les dispositions spécifiques Orsec, les DSO, ils sont propres à certains risques et complètent les dispositifs généraux. On a le DSO cyclone, ce dont on parle. On a le DSO volcan, que vous avez évoqué tout à l'heure. On a le DSO secours en montagne. Et puis on a aussi le DSO pollution atmosphérique. Alors la disposition, donc l'élaboration d'un plan Orsec, ça relève d'une procédure de plusieurs mois qui implique la mobilisation de groupes de travail, de l'organisation de phases de concertation avec les services et collectivités impliquées. Et tous ces documents de planification sont approuvés par arrêté préfectoral. Les attentes en matière de planification, parce que la planification c'est quand même quelque chose de très important et c'est justement le rôle de la préfecture que je représente ce soir. Alors depuis quelques années, les plans se veulent plus simples, concis et plus opérationnels. En effet, lors d'une crise, les acteurs du dispositif doivent pouvoir identifier très rapidement et très clairement leur rôle, les actions qu'ils doivent mettre en place et garder à l'esprit que le dispositif ne sera jamais en mesure de tout prévoir. La planification, c'est se préparer pour être réactif et les premières mesures à prendre, l'organisation à mettre en place doivent donc être prévues à partir d'une situation prévisionnelle. Il faudra se demander que faire, qui fait, comment on fait et avec quoi. Donc le dispositif Orsec, il a vocation à gagner du temps sur l'événement et à permettre à l'autorité préfectorale de prendre les bonnes décisions. Alors ensuite, dans les dispositions, on a le guide Orsec Rétap Réseau, qui est un plan de rétablissement et d'approvisionnement d'urgence des réseaux d'électricité, de télécommunications, l'eau, le gaz, les hydrocarbures. Et ça appartient aux dispositions générales Orsec. Le dispositif qui ne vise surtout pas à se substituer aux opérateurs, ni à rétablir le fonctionnement normal des réseaux. C'est pas le rôle de ces dispositifs. Ils offrent aux populations concernées le minimum vital et à répondre aux effets sur la population des événements exceptionnels, absence d'électricité, communication, eau potable, etc. Le DSO Cyclone, c'est un dispositif qui est très construit dans un document de 58 pages et qui met en œuvre, en complément du dispositif général Orsec, les spécificités du territoire et des crises possibles. Il trace dans un cadre général qui permet à l'action publique de se déployer et est indissociable de la conduite de la crise. Donc le dispositif Orsec Cyclone est un plan qui est destiné à informer la population des risques, à diffuser des consignes de sécurité appropriées,
à mettre en œuvre les mesures de précaution nécessaires, à prévoir et coordonner les secours d'extrême urgence aux personnes en difficulté. Mais chaque maire, chaque chef de service, chef d'entreprise, doit décliner un plan interne que vous avez évoqué tout à l'heure, et précisant les procédures et consignes propres à son administration, service ou entreprise. Ce plan, il n'est pas une obligation de le présenter tel un élève qui présente à son professeur le plan au préfet, parce que le préfet a énormément confiance dans les services de la région, dans les collectivités locales et dans les opérateurs. On va être obligé de conclure, mais conclure. Vous avez déjà évoqué le sujet. Je voudrais terminer par la préalerte quand même, parce que Allez-y. en fin de document. Donc la préalerte jaune, c'était bien ce que vous disiez, je m'informe. Orange, c'est que je me prépare et les établissements recevant des enfants doivent fermer. L'alerte rouge, c'est que je me confine, mais comme vous l'avez dit, EDF, certains opérateurs sont en capacité parfois d'intervenir à la demande du préfet. Et en général, les télécoms n'interviennent pas. Et l'alerte violette, évidemment, aucune intervention n'est possible. Phase de sauvegarde, retour à la normale, état des lieux, bilan, sécurisation. Je voudrais terminer quand même 1 minute sur les enseignements à tirer des différentes crises. Parce qu'on a parlé de Belal et puis des rétextes qui ont suivi. Parce que on se construit, on s'améliore au regard des rétextes. En 2023, le préfet a demandé de mener une étude sur l'impact direct d'un cyclone majeur sur l'île. Les différents acteurs de la gestion de crise ont alors commencé à travailler sur plusieurs thématiques avant le passage du cyclone Belal. En janvier 2024, on a commencé ces travaux. En avril 2024 a débuté le travail de préparation du rétex Belal, qui a eu lieu lors d'un séminaire Cyclonex en mars 2024, et nous allons faire une 4e édition de ce séminaire Cyclonex le 14 novembre 2024. Ce rétex a permis de prolonger le travail déjà réalisé sur des thématiques prédéfinies, et notamment pour les télécommunications. Un groupe de travail télécommunications piloté par la directrice de cabinet et moi-même a été créé dans le but de réaliser une annexe à ce fameux dispositif, le plan DSO cyclone, pour un cyclone d'intensité majeure, pour anticiper les éventuels dégâts importants. Et ce groupe de travail a travaillé, et j'ai travaillé, sur un plan d'action précis sur la gestion des télécoms, en cas d'impact majeur, comment rétablir au plus vite si les télécoms tombent, l'état des lieux, les bilans des actions à entreprendre, voilà, l'anticipation de la crise, la gestion et la post-crise. Tous les opérateurs télécoms ont été associés à ce groupe de travail, dont la première réunion a eu lieu en mai 2024, et le plan d'action est en cours de finalisation, et dans ce plan d'action, les communes seront sollicitées, s'il y a des élus parmi vous, pour vous associer à ce travail vraiment essentiel pour pouvoir agir pleinement dans le cadre de la résilience. Je vous remercie Monsieur Biraud. J'ai commencé mon propos par le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, et je voulais les finir par ce même rapport qui souligne que c'est grâce à une préparation et une adaptation constante aux risques cycloniques, à une prévision extrêmement fiable du phénomène et à des décisions adaptées et proportionnées des services de l'État, sous l'autorité du préfet, que la gestion de cette crise a été exemplaire. Merci pour donc cette parole à 3. Et il nous reste quelques instants pour des questions. Bonjour à vous. Monsieur Charza, vous avez parlé au tout départ du fait qu'une partie de vos lignes était enterrée. Quid des derniers kilomètres où on voit souvent des soucis jusqu'à la maison, on va dire, pour les Réunionnais, et souvent on garde les poteaux alors qu'à ce moment-là on rénove l'urbanisme, on rénove les trottoirs, on rénove pour le domaine de l'eau, l'électricité. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes positionné sur un plan là-dessus? Et le deuxième point, vous avez parlé du pic de la Marmitarie qui est aussi synchronisé maintenant avec un pic où on branche ses voitures électriques. Est-ce que l'augmentation de la consommation des Réunionnais sur vos centrales et la façon dont vous délivrez votre électricité a été prévue? Car aujourd'hui, la région nous communique beaucoup un changement de façon de se mouvoir sur l'île. Et ça a l'air assez important, car elle a aussi demandé et challengé les personnes qui ont
des poids lourds, des bus, de passer à l'électrique. Et là, on ne sera pas sur les mêmes taux de charge. La deuxième question ira plus pour Monsieur Biraud. Aujourd'hui, vous parlez de la mission sur votre mission stratégique et économie dans le sud de l'océan Indien. Est-ce que vous intervenez auprès des collectivités pour les sensibiliser sur la façon de communiquer lorsqu'ils sont sur les autres territoires et de faire attention du coup à leurs moyens de communication, utiliser des VPN, ou est-ce que vous leur proposez peut-être ce service ou votre savoir, car on n'est pas sans savoir que tous nos RUP sont entourés de l'international, et aujourd'hui on utilise souvent on va dire des mobiles ou des portables avec des OS qui sont eux soit chinois, soit américains. Donc comment vous aidez les communes à être sensibilisées sur ce sujet? Alors si vous me permettez, comme ça je vais répondre parce que je voudrais pas oublier votre question qui est pleine de bon sens. Et l'âge aidant, parfois on oublie les choses. Non, je n'interviens pas du tout sur les collectivités locales. Par contre, je communique de façon informelle, à la demande comme vous ce soir par exemple. Je communique beaucoup avec les délégués sécurité des opérateurs qui, eux, ont plus de liens avec les collectivités. Dans ce plan d'action que j'ai évoqué tout à l'heure, on va approfondir justement le sujet puisqu'on va parler aux communes sur l'utilisation de moyens satellitaires, sur comment faire pour sortir. Je me suis énormément appuyé sur ce qui s'est passé à Irma. Voilà, donc ça, c'est un dialogue qui se mettra en place, pourquoi pas. Mon rôle, il est vraiment au service de l'État et surtout au service des activités d'importance vitale que je n'ai pas évoquées en profondeur. Et donc, je suis envoyé par un ministère pour tenir des fonctions pour ce ministère, des fonctions de l'État sur la sécurité des opérateurs qui sont des opérateurs d'importance vitaux. Donc là, on parle de classification de sujets qui ne se traitent non pas avec les collectivités et même pas du tout avec les collectivités. Mais par contre, quand on parle de gestion de crise, effectivement, tout le monde est embarqué sur le bateau et malheureusement, je ne suis que le chargé de mission en sécurité économique, mais je ne suis pas le monsieur télécom de l'île de la Réunion. Vous voyez? Donc le préfet, c'est vraiment, et la directrice de cabinet, savent vraiment à qui s'adresser, ont la légitimité pour parler aux collectivités et pour leur dire ce qu'ils attendent d'eux. Je n'en ai pas du tout la légitimité. J'espère avoir répondu. Alors, je vais prendre la suite pour répondre à vos questions. D'abord, pour ce qui concerne l'enfouissement des réseaux, ce qu'il faut d'abord avoir bien en tête, c'est que il y a des limites techniques sur lesquelles on ne peut pas enfuir les réseaux. C'est particulièrement vrai sur les réseaux haute tension, 63 000 volts. D'ailleurs, nulle part dans le monde, ils sont extrêmement enfouis, ils sont très peu enfouis. À La Réunion, on a quelques kilomètres, mais c'est très limité de réseaux souterrains sur le 63 000 volts. Hein. C'est des limites techniques de l'enfouissement qui limitent l'enfouissement de ces réseaux-là. Et on a aussi des liaisons sous-marines sur le 63 000 volts. Mais ça reste très limité. La très grande majorité de ce réseau est aérien et restera durablement aérien. Voilà, ce qui est quand même un point très important à avoir bien en tête. Hein. Ce réseau est extrêmement sensible, notamment il est d'abord très résistant. Hein. Je vais juste vous citer un chiffre. Hein. Belal, c'était quand même un cyclone assez important. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un cyclone aussi important. Sur ce réseau 63 000 volts, nous avons eu un incident, un seul. Et cet incident n'a eu aucun impact sur la qualité de fourniture puisque ce réseau est maillé, hein, et donc on a pu réalimenter. Simplement, pendant Belal, pendant la crise cyclonique, ce réseau on a eu 7 déclenchements de lignes HTB. Donc, comme tout réseau électrique, quand il y a des phénomènes climatiques, il se met en protection. Hein, vous savez que l'ennemi numéro 1 des réseaux électriques, c'est la surtension. Et donc, il y a des protections, il y a des disjoncteurs, il y en a plein partout. Et donc, quand on a un événement climatique de cette importance, eh bien, il y a des protections qui se mettent. Et donc, pendant Belal, on a eu 7 déclenchements sur les lignes HTB. Ces déclenchements sur la ligne HTB ont provoqué la moitié des coupures d'électricité. Et lorsque on a levé l'alerte violette et qu'on a pu sortir les hélicoptères pour aller visiter ce réseau, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul défaut. Et donc, on a pu remettre en service ce réseau HTB extrêmement rapidement. Ce qui fait que la moitié des clients coupés ont été coupés très peu de temps, dès qu'on a pu remettre ce réseau 63 000 volts en service, ils ont été réalimentés. Donc on a réalimenté la moitié des clients coupés sans faire de travaux.
juste en remettant sous tension ce réseau 63 000 volts. Donc ça, ce réseau 63 000 volts, techniquement, on ne sait pas faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui sur l'enfouissement. Le réseau HTA, celui-là, il est extrêmement important. C'est celui qui est le plus enfoui. C'est là-dessus qu'on met le plus d'efforts. Et tous les réseaux neufs sur ce réseau-là, depuis des années, ça fait très longtemps qu'on fonctionne comme ça, et quasi systématiquement, quand c'est techniquement possible, souterrain. C'est la raison pour laquelle il y a 75% souterrain à La Réunion. Ce qui est beaucoup plus en métropole, parce que le réseau est plus neuf à La Réunion, on comprend bien pourquoi, qu'en métropole. C'est la raison pour laquelle ce réseau est plus souterrain. On continue en encore des investissements pour enfouir ce réseau, pour aller au-delà de 75%. On a identifié quelques zones où on peut encore aller, donc on a des programmes d'investissement délibérés pour l'enfouir encore plus. On a en particulier, alors ce ne sera pas 100% du souterrain, mais il y aura une partie qui sera souterraine, un gros programme d'investissement qui va nous permettre de sécuriser Sillaos. Sillaos est alimenté par une seule ligne à 15 000 volts actuellement, on est en train de construire une deuxième pour pouvoir boucler Sillaos, avoir une double alimentation de Sillaos. Tout ne sera pas souterrain, mais il y aura une grande partie qui sera souterrain sur ce chantier-là. Sur la basse tension, évidemment, les réseaux neufs sont enfouis. Un réseau souterrain basse tension génère plus d'incidents et plus de coupures d'électricité qu'un réseau aérien basse tension. Tout simplement parce que, évidemment, le dépannage et le diagnostic des pannes sur la basse tension sur un réseau souterrain est beaucoup plus compliqué. Et donc, enfouir du réseau basse tension, en tout cas pour nous exploitants, c'est pas une bonne idée. Puisqu'on va voir plus de pannes et on aura plus d'impact sur la qualité de fourniture. Donc, les collectivités souhaitent parfois, dans le cadre de programmes d'esthétique, enfouir ces réseaux, c'est leur responsabilité. Nous l'accompagnons, bien sûr. Mais nous, du point de vue de l'exploitant, on alerte sur le fait que le réseau basse tension, le torsadé, vous voyez, le câble torsadé est très costaud et génère extrêmement peu d'incidents par rapport à un réseau souterrain où c'est beaucoup plus compliqué à dépanner. Hein. Donc, et notamment dans une île qui est quand même soumise à des phénomènes de mouvement de terrain, à des phénomènes d'inondation et avec un sous-sol qui est particulièrement dense. Nos câbles sont très régulièrement agressés. Et donc le souterrain n'est pas la panacée du tout pour la basse tension. Enfin, voilà. Donc le sujet, c'est vraiment le HTA. Mobilité électrique, pardon, c'est long, mais c'est des gros sujets. Alors, bien sûr, ça va se développer, la question, et donc il faut que le système électrique soit capable de s'adapter pour pouvoir permettre d'accompagner. Ça sera des consommations d'électricité très importantes, hein, la recharge de véhicules électriques. Bon, pour nous, le message qu'on fait passer à l'ensemble des acteurs, c'est de dire évitons d'avoir des pratiques de recharge qui vont aggraver la pointe du soir. Une fois qu'on a passé ce message, on a tout dit. D'autant plus qu'à La Réunion, le besoin de recharge est beaucoup moins important qu'en métropole. On n'a pas besoin d'avoir des moyens des bornes de recharge ultra rapides sur des autoroutes ou sur des routes nationales, comme on peut en avoir 350 kW hein, quand même, hein, de puissance, hein, comme on peut en avoir en métropole. Et non plus, les particuliers n'ont pas besoin d'avoir des bornes de recharge chez eux. Une simple prise, nous on dit une prise renforcée, peut suffire pour la grande partie des usages. Alors, je vais vous l'illustrer, je suis un peu long, désolé, mais c'est important. Nous, ce qu'on recommande, c'est des prises renforcées, 3 kW, qu'on va piloter pour que ces prises soient pilotées par le compteur numérique et en heure creuse. C'est-à-dire que en heure creuse de nuit, on recharge pendant la nuit son véhicule lorsqu'on est chez soi. 8 heures de recharge à 3 kW, ça fait 25 kWh. Les batteries font 50 kWh, donc on recharge la moitié d'une batterie en une nuit. Et donc on récupère chaque nuit la moitié de l'autonomie d'un véhicule. On pense qu'à La Réunion, c'est largement suffisant pour la très grande majorité des usages. Et si on développe ce système-là, et on a des offres MDE d'accompagnement pour financer ce système-là, un système de pilotage, eh bien on fera face. Voilà. L'augmentation de la consommation d'électricité sera compensée par le développement des énergies renouvelables à La Réunion. Évidemment, c'est plutôt en journée qu'on a les énergies renouvelables, et donc toute l'importance du pilotage pour éviter d'aggraver la pointe du soir où on n'a pas les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment le message qu'on fait passer. Mettons des systèmes simples, qui ne sont pas chers, qui sont pilotables, donc des prises, pas des bornes, et des systèmes de pilotage. Et si on met ça en place partout, eh bien, il n'y aura pas de problème. Alors, à La Réunion, on a développé beaucoup d'intelligence sur le système électrique. On ne fait pas de chauffe-eau électrique à La Réunion, on a du chauffe-eau solaire.
On a mis des lampes basse consommation avant la métropole. On développe aujourd'hui des brasseurs d'air plutôt que de la climatisation. Et ben cette intelligence, faisons-le aussi sur la mobilité électrique. Tout ça, on l'accompagne avec un financement qu'on appelle le cadre territorial de compensation, les offres MDE, les offres Agir Plus d'EDF avec des partenaires qualifiés qui sont capables de développer ces œuvres. Et c'est 50 millions d'euros par an qui financent ces actions-là. Et donc pour la mobilité électrique, il y aura aussi du financement pour mettre en place ces systèmes de pilotage de la recharge. Voilà, j'étais long, mais je ne pouvais pas. Merci. Alors professeur, j'aurais 30 secondes, je tenais à rajouter quelque chose d'assez important. Mesdames, messieurs, donc là, on a parlé de résilience des réseaux de télécommunications et on a bien compris que EDF était tête de liste, tête de pont, c'est-à-dire que si EDF tombe, les réseaux télécoms tombent. Mais il va falloir prendre une deuxième problématique qui va soulager EDF, c'est il y a une deuxième phénomène qui est très important, c'est une rupture de câbles sous-marins. Et là, si les câbles sous-marins tombent, les réseaux tombent. Et là, EDF n'est plus dans le bateau. Donc, on associe à tous ces travaux sur la résilience télécom, nous sommes en train de travailler sur cette possibilité d'une rupture de câble. D'ailleurs, pendant Irma, les 2 câbles sous-marins qui alimentaient la Guadeloupe ont été, à cause de la houle, ont été fracturés. Ça a engendré un certain nombre de conséquences désastreuses. Et si la Réunion était impactée sur les 3 câbles sous-marins que nous avons, ça serait tout aussi catastrophique. Donc, on est en train de réfléchir à cela. Le préfet me fait travailler avec d'autres acteurs sur une éventuelle rupture de câble sous-marin qui donnera lieu en 2025 à un exercice de blackout général télécom suite à une rupture de câble sous-marin. Bonjour, Denis Fabreg, Réunion THD. J'avais une réflexion et 2 questions. D'abord un témoignage pour soutenir les propos de M. Charza. Nous disposons, nous Réunion THD, d'un câble en fibre optique qui est installé sur le réseau haute tension. Il d'ailleurs a été construit en partenariat avec EDF depuis 20 ans, donc sur la ligne 63 000 volts. Et en 20 ans, nous n'avons connu aucun événement majeur lié aux événements cycloniques. Bah, 0. On a eu des incidents évidemment, mais 0 coupure de câble liée aux événements cycloniques. Et s'agissant d'un réseau qui supporte la moitié du trafic Internet, télévision, téléphonie de la Réunion, c'est plutôt satisfaisant comme situation. Mes 2 questions portent d'abord sur l'aspect juridique, pour revenir un petit peu sur le sujet de la désignation des opérateurs essentiels et à l'application de la directive NIS 2. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment seront désignés les opérateurs essentiels. J'ai compris que les opérateurs télécoms en faisaient partie de manière un peu naturelle, mais on a quelques opérateurs qui sont d'importance vitale, mais sur la dizaine d'opérateurs cités par Monsieur Biraud, je n'ai pas bien compris qui allait désigner les opérateurs essentiels. Donc si vous aviez un petit peu d'éclairage là-dessus. En l'occurrence, nous, Réunion THD, on est une petite structure avec un chiffre d'affaires plus modéré par rapport aux grands opérateurs, et on pense être dans la liste, mais on ne sait pas bien à quel moment on sera informé si on y est ou pas. La deuxième question porte globalement sur les aspects de résilience des réseaux. La Banque des Territoires pousse et finance pousse à réaliser localement des schémas locaux de résilience qu'elle est prête à financer. Il me semble que ça serait intéressant que les opérateurs de la Réunion, quels qu'ils soient, et en particulier ceux qui déploient les réseaux de fibre optique, puisqu'ils portent les réseaux de demain, puissent participer, ou en tout cas élaborer ensemble ces schémas ou un schéma local de résilience qui puisse être mutualisé, partagé avec des règles un peu communes à l'ensemble des opérateurs de réseau qui couvrent les 24 communes de la Réunion. Et peut-être Hélène, tu peux aussi poser ta question, comme ça on... Merci. Alors ma question, elle sera beaucoup plus courte. Elle concerne la transposition de la directive NIS 2, si j'ai bien compris, d'ici le 17 octobre 2024, donc c'est très proche. Et je me demandais si vous avez suivi un petit peu l'évolution des textes juridiques, législatifs et réglementaires, et que si vous pensez que
l'État français est en mesure de respecter son obligation, et là je le dis à l'intention de nos étudiants, son obligation constitutionnelle de transposition des directives, article 88-1 de la Constitution. Voilà, est-ce que vous avez suivi un petit peu l'évolution des textes en cours, et pensez-vous que la France voilà, respectera son obligation demain, 17 octobre 2024, dans les délais? Alors, on répond sur les deux. Aujourd'hui, c'est une décision du Premier ministre, et donc seuls les opérateurs qui le sont le savent, et la préfecture, bien sûr. Est-ce que, Maître Mikalev, vous voulez prendre la question sur la transposition de Nice 2? Je pourrais compléter si vous souhaitez. Oui, avec plaisir. Donc, sur la transposition de Nice 2, la réponse très claire à la question qui a été posée sur la capacité de la France à transposer dans les délais est que non, la France ne sera pas en mesure de transposer dans les délais. Puisque, c'est-à-dire que même la loi de transposition n'a même pas commencé son parcours législatif. Donc, on a une version non officielle qui avait fuité au mois de février-mars, qui d'ailleurs a depuis beaucoup changé, et qui devrait reprendre son parcours suite effectivement au changement de gouvernement, a priori au mois de novembre. Mais on n'aura certainement pas de nouvelles avant, et il convient d'avoir en tête que cette loi donc transposera les grands principes de la directive, mais se référera à tout un paquet de décrets et d'arrêtés, de législation secondaire qui viendront préciser ces mécanismes. Et on attend donc beaucoup de cette législation secondaire. Sachez que la France n'est pas un cas isolé. Le processus de transposition a pris du retard dans de nombreux États de l'Union européenne, et a priori, on va vers un décalage, en tout cas c'est en négociation, de la date butoir de transposition. Donc il va y avoir effectivement très clairement un décalage dans le temps de la mise en application pratique de cette directive. Je voulais juste revenir aussi sur une question qui était comment est-ce que les acteurs savent s'ils entrent ou pas dans le champ de Nice 2. Contrairement au dispositif des opérateurs d'importance vitale, votre entreprise ne recevra pas une désignation. Donc c'est une auto-évaluation à faire par chaque entreprise sur la base des critères effectivement qui sont définis par la liste et la loi de transposition, et qui se réfèrent au secteur d'activité dans lequel vous opérez et à un certain nombre de seuils, tels que le nombre de salariés, le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel. Et c'est à vous de faire cette auto-évaluation. L'ANSSI sera dans un rôle d'accompagnement. Elle viendra vous expliquer, vous aider à faire cette auto-évaluation, mais il n'y aura absolument pas de courrier de désignation que vous recevrez. Et s'agissant des opérateurs télécoms, effectivement, c'est principalement les grandes et moyennes entreprises qui sont visées, mais qu'elles soient grandes ou moyennes, elles seront toujours considérées comme des entités essentielles, avec pour conséquence d'être soumises au plus haut niveau et au plus large champ d'obligations, et seules les toutes petites entreprises pourront potentiellement être exemptées. Donc voilà un petit peu la description du cadre dans lequel vous allez opérer. Et pour répondre plus précisément à votre question et pour revenir sur non pas Nice mais la directive REC, effectivement elle a un peu de plomb dans l'aile à cause de tout ce que nous avons subi récemment, et on va plutôt faire mi-2025 pour ne pas dire fin 2025. Pour revenir sur la notion d'OIV, un OIV c'est, je vais vous donner la définition, c'est une activité d'importance vitale, c'est une activité qui concourt à la production et à la distribution de biens et de services indispensables à la satisfaction des besoins essentiels à la population. C'est issu du Code de la Défense, à l'exercice de l'autorité de l'État, au fonctionnement de l'économie, au maintien du potentiel de défense et de sécurité de la nation. Les OIV, on les voit très vite. On sait qui est, si on est un petit peu intelligent, qui est OIV. Où c'est beaucoup plus subtil et où ça devient du classifié, c'est dire, par exemple, quels sont les points d'importance vitale de tel opérateur, à quel endroit il est. Un opérateur peut être désigné OIV et n'avoir aucun point d'importance vitale à la Réunion.
L'opérateur, lui, il est national. Je prends n'importe quel opérateur. Mais il peut ne pas avoir de points stratégiques désignés, points d'importance vitale à La Réunion. Voilà. Donc on se doute bien qu'un opérateur a une fonction, en général un opérateur télécom d'importance a une fonction vitale, la continuité des télécommunications, tous ces opérateurs-là ont des fonctions vitales, mais est-ce qu'ils sont implantés à La Réunion au point d'être désignés point d'importance vitale? Ça, c'est une autre question. Et peut-être un dernier mot sur les deux directives, que ce soit NIS 2 ou la résilience au risque climatique. Moi, ma conclusion est quand même que la législation française est assez avancée. Donc, on a évoqué la spécificité des DROM, mais on a aussi les territoires exposés aux incendies, au risque d'inondation majeure. Donc là, il y en a quand même quelques-uns en métropole. Et on a déjà les systèmes en fait de plans de résilience, de plans stratégiques, que ce soit d'un point de vue cyber ou d'un point de vue risque naturel. Donc, certes, on va avoir des précisions avec ces deux directives, mais la logique, elle existe. Les préfets vont s'en saisir petit à petit pour vérifier avec les différents opérateurs où ils en sont de leur résilience, quelle qu'elle soit, cyber ou au risque naturel, et on continue d'avancer. Donc, quand bien même on serait en retard sur la transposition, l'état du droit aujourd'hui nous permet déjà d'avancer. Je pense que l'heure avançant, on va terminer. Oui, je voulais juste dire, parce que les étudiants sont là, que la directive NIS 2, c'est le RGPD de demain. C'est-à-dire que toutes les entreprises, enfin, beaucoup d'entreprises vont devoir se mettre en conformité avec les normes de cybersécurité. Et nous manquons cruellement de spécialistes en cybersécurité en Europe, et de femmes. Donc, ce sont des biais très importants. Sachez que au moment de je termine là-dessus parce que c'est important. Hein, au moment de la guerre en Ukraine, le gouvernement français a conduit une étude, le ministère des Armées a conduit une étude. Si la France était attaquée de la même sorte que l'Ukraine est attaquée par des cyberattaques, nous ne pourrions pas résister, nous ne saurions pas résister, car nous n'avons pas suffisamment de compétences en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. En complément, vous avez bien vu que les hôpitaux subissent des attaques cyber catastrophiques qui mettent à plat un système de santé en 2 minutes. Les données médicales, les dossiers des patients, les systèmes de communication, tout. En 2 secondes, on peut mettre à plat. Et ça, c'est une vraie problématique. Et je peux vous dire qu'à Paris, on travaille beaucoup. Le ministère de la Santé travaille sur ces sujets de résilience et de lutte contre la cyber. Donc, effectivement, nous manquons de jeunes qui aient envie d'avoir cette appétence pour la sécurité nationale dans tous les domaines évoqués jusqu'à présent. Et sur ces belles paroles, je vous invite au dîner qui est offert par la région. Merci beaucoup. Merci Willy. Merci. Merci beaucoup à tous. Très bon dîner.